Bonjour. Si la conquête de l'air a été une aventure passionnante, il en est de même de la conquête de l'espace. De la Terre, grain de sable dans l'infiniment grand de l'univers, les êtres humains observent le bleu du ciel, le jour avec le soleil qui nous éclaire, puis la nuit, le ciel qui se transforme à une multitude de points lumineux que domine la Lune. Comment alors ne pas être émerveillé, impressionné et curieux de découvrir un tel environnement? Avant de s'aventurer dans l'espace, en quittant l'orbite terrestre, il a d'abord fallu conquérir l'environnement de la Terre afin de l'observer, développer des technologies de communication, de navigation, de météorologie, d'expérimentation scientifique à usages civils et militaires. C'est l'objet de cette présentation qui tente de montrer les principales réussites, mais aussi les difficultés qu'il faut affronter, les défis qu'il faut relever pour voyager et vivre en dehors de l'atmosphère terrestre. C'est lors de la Seconde Guerre mondiale que l'on rentre dans l'âge de l'espace avec le missile balistique allemand V2. Cette arme de représailles est tirée à partir de septembre 1944, essentiellement sur Londres, Anvers et aussi Paris. Cependant, elle arrive trop tard pour pouvoir inverser le cours de la guerre. Dans l'équipe V2 figure un jeune ingénieur très doué, Wernher von Braun, qui, après le conflit, va jouer un rôle essentiel dans le programme spatial américain. Après la guerre, la V2 est à l'origine des lanceurs soviétiques, américains, mais aussi français. Avant de vous présenter les enjeux de l'espace, voici un petit récapitulatif des principaux événements qui ont marqué les débuts de la conquête de l'espace qui s'est déroulée dans un contexte de guerre froide, essentiellement entre soviétiques et américains. Les premiers à avoir envoyé un objet dans l'espace, ce sont les soviétiques lors de l'année géophysique internationale de 1957. Avec une fusée extrapolée de la V2, auquel ils ont ajouté des moteurs latéraux. Cette fusée est due à l'ingénieur Sergueï Korolev, responsable du programme spatial de l'URSS. La fusée a mis sur orbite un petit satellite, Sputnik 1, équipé d'un émetteur radio, dont le son est devenu célèbre, bip, bip, bip. Cet exploit a stupéfié le monde entier. Un mois plus tard, l'URSS satellise un être vivant, une petite chienne Laika. Le véhicule spatial pèse cette fois 500 kg, ce qui démontre la puissance de la fusée Zemyorka. C'est donc une fusée militaire à portée intercontinentale qui a été modifiée en lanceur de satellites. Pour les Américains, ces deux exploits, Sputnik 1 et Laika, sont de véritables gifles. Pour l'année géophysique internationale, les Américains ont également prévu de lancer un satellite. Or, la fusée qu'ils ont utilisée, le modèle Vanguard, que mettait au point la marine américaine, a explosé sur sa base de lancement. La mission a alors été confiée à l'armée de terre avec la fusée Juno 1, qui est également un missile balistique intercontinental, le missile Jupiter-C, modifié, et où l'on retrouve l'ingénieur Wernher von Braun. Le 31 janvier 1958, Explorer 1 est mis sur orbite. Il emporte un équipement qui a permis de détecter la ceinture de radiation qui entoure la Terre. Explorer 1 est le premier satellite scientifique. Les succès soviétiques ont amené les États-Unis
a concentré les efforts jusqu'alors répartis entre leurs armées en une seule entité, l'Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace, très connue sous son sigle NASA. Pendant que les États-Unis réorganisent leurs programmes spatiaux, l'Union soviétique remporte un succès éclatant en envoyant le premier homme autour de la Terre, Youri Gagarin. Il était logé dans la boule que vous voyez en haut à droite de l'écran, et en bas après son retour sur Terre. La masse blanche que vous voyez à gauche, ce sont les parachutes. L'année suivante, les Américains envoient leur premier homme dans l'espace, John Glenn, à partir d'une fusée Atlas, qui est un missile balistique intercontinental modifié. Dans cette course aux grandes premières, les Soviétiques répliquent en 1963 en envoyant la première femme dans l'espace, Valentina Tereshkova. Le même jour, ils lancent Vostok 5 avec Valéry Bykovsky. Les deux vaisseaux se rapprochent et peuvent établir un contact radio. Autre grande première, la sortie dans l'espace, avec le soviétique Alexei Leonov en mars 1965. Vous pouvez remarquer que le cosmonaute est relié au vaisseau spatial par un cordon ombilical. Il est suivi 3 mois plus tard par l'Américain Edward White, qui est également relié au véhicule spatial par un cordon ombilical. Les États-Unis commencent à rattraper leur retard. Pendant cette période, de 1957 au milieu des années 1960, les Soviétiques et les Américains innovent avec des satellites d'observation de la Terre, des satellites de communication civiles et militaires, ainsi que dans l'envoi de sondes spatiales. Les débuts de la conquête de l'espace relèvent essentiellement du domaine militaire, dans un contexte de guerre froide entre les Soviétiques et les Américains. Les premiers satellites permettent d'observer l'adversaire, de l'écouter et de détecter une attaque par missile. Toutes les applications civiles que nous connaissons de nos jours y trouvent leur origine. Quant au traité de l'espace de 1967, il est destiné à éviter une militarisation de l'espace, mais la tentation demeure forte d'utiliser l'espace à des fins militaires, ce qui pourrait aboutir un jour à la guerre des étoiles. Autour de la Terre tourne la Lune, à la fois proche et lointaine. En ces années 1960, l'atteindre serait un exploit extraordinaire, car pour la première fois, des êtres humains quitteraient la Terre pour s'aventurer vers l'astre de la nuit. L'espace a inspiré plusieurs écrivains. Le plus célèbre est certainement Jules Verne, avec son roman « De la Terre à la Lune » qui a rencontré un vif succès. 40 ans plus tard, Georges Méliès tourne le premier film de science-fiction, en partie inspiré du livre de Jules Verne. Ce film, d'une durée de 13 minutes, a été colorié par Méliès et ses assistants, image par image, soit 13 300 images. Soviétiques et Américains sont en concurrence pour cette grande première. Du côté soviétique, c'est le silence sur leurs intentions. Or, il n'en est pas de même du côté américain. I therefore ask the Congress, above and beyond the increases I have earlier requested for space activities, to provide the funds which are needed to meet the following national goals. First, I believe that this nation should commit itself
to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth. No single space project in this period will be more impressive to mankind or more important for the long-range exploration of space, and none will be so difficult or expensive to accomplish. We propose to accelerate the development of the appropriate lunar spacecraft. We propose to develop alternate liquid and solid fuel boosters, much larger than any now being developed, until certain which is superior. We propose additional funds for other engine development and for unmanned exploration, explorations which are particularly important for one purpose which this nation will never overlook: the survival of the man who first makes this daring flight. But in a very real sense, it will not be one man going to the moon. If we make this judgment affirmatively, it will be an entire nation, for all of us must work to put him there. Dans un important effort scientifique, technique et financier, les États-Unis lancent le 16 juillet 1969 l'immense fusée Saturne V avec 3 astronautes et se dirigent vers la Lune. Après s'être placés en orbite autour de la Lune, 2 astronautes dans un module lunaire se dirigent vers le sol lunaire, le 3e restant en orbite autour de la Lune. Le 20 juillet, le module lunaire se pose. Neil Armstrong est le premier à marcher sur la Lune, suivi par Aldrin. Et que trouve-t-il sur la Lune? Déception! Il n'y a pas de petits hommes verts, ni Tintin, ni Milou, ni le capitaine Haddock, ni le professeur Tournesol. L'espace a inspiré de nombreux auteurs de bandes dessinées, dont le belge Hergé avec ses célèbres Objectif Lune et On a marché sur la Lune. À noter que ces albums ont été publiés en 1953 et 1954, soit 16 ans et 15 ans avant Apollo 11. À remarquer également que la fusée lunaire de l'album d'Hergé est inspirée de la V2 allemande. La photographie de gauche est celle de l'affiche d'une exposition sur la conquête spatiale tenue en 1985. En posant le pied sur la Lune, Neil Armstrong a eu une phrase demeurée célèbre. Un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. La photo en haut à droite montre le module lunaire. C'est la partie supérieure du module qui ramène les astronautes en orbite, où ils retrouvent Aldrin, puis ils retournent vers la Terre qu'ils atteignent sains et saufs. Le pari de John Kennedy a été tenu. Voyons maintenant ce qu'a été l'effort de la France dans le domaine spatial. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, la France entreprend des travaux sur les fusées. La création du LRBA en est l'illustration, suivie par celle de la CEREB pour la réalisation des engins sol-sol et mer-sol de la force nucléaire stratégique. En 1961 est créé le Centre national d'études spatiales et c'est à partir de cette date qu'est entrepris un programme de fusées de plus en plus puissante. Parallèlement, un centre de lancement est construit en Guyane française à Kourou. Cet important effort aboutit en 1965 au lancement du premier satellite français par une fusée française à son premier essai. Cela mérite d'être souligné. La France est ainsi devenue la 3e puissance spatiale. La réussite est aussi au rendez-vous
avec la réalisation des sols balistiques stratégiques à longue portée basés sur le plateau d'Albion en Haute-Provence, ainsi que des mers-sols balistiques stratégiques également à longue portée tirés de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins en plongée. Et ces deux catégories de missiles ont été complétées par le missile Pluton à courte portée, portant également une tête nucléaire. La France est le seul pays, après les États-Unis et l'URSS, à avoir développé de tels dispositifs. Et il faut attendre de nombreuses années pour voir l'apparition de tels dispositifs, essentiellement en Chine. Voyager et vivre dans l'espace sont deux défis que les êtres humains ont commencé à relever, essentiellement en orbite autour de la Terre et en allant sur la Lune. Pour aller plus loin et plus longtemps, de redoutables problèmes se posent. Les grandes premières étant rappelées, voyons maintenant quelques définitions de l'espace. Le milieu spatial est très différent de celui de la Terre. Il n'y a pas d'air, c'est le vide. Les températures sont extrêmes. Les rayonnements cosmiques sont mortels. Ce qui fait que dans l'espace, le corps humain subit de nombreuses contraintes. Il faut prendre conscience que l'espace est pour l'être humain un univers hostile auquel il va devoir s'adapter s'il veut entreprendre de longs voyages. Voyager dans l'espace, c'est affronter deux difficultés, les distances et le temps. Sur Terre, nous avons l'habitude de raisonner par kilomètres, par jour, par mois, par année, avec comme point de repère la durée d'une vie humaine, soit environ 80 ans. Dans l'espace, les distances peuvent se mesurer en milliards de kilomètres et le temps à les parcourir en milliards d'années. Devant ces chiffres vertigineux, l'on utilise la vitesse de la lumière comme unité de référence, soit 9460 milliards de kilomètres parcourus en une année. L'étoile la plus proche de la Terre, après le Soleil, Proxima du Centaure, est à plus de 40 000 milliards de kilomètres. Donc l'infiniment grand, l'univers, est inaccessible dans le cadre d'une vie humaine, sauf à inventer des moyens de transport en allant bien au-delà de la vitesse de la lumière. Les sondes spatiales américaines, Voyager 1 et Voyager 2, sont de bonnes illustrations des problèmes de distance et de temps dans l'espace. Lancées en 1977, il y a maintenant 44 ans, elles ne sont qu'à 23 milliards de kilomètres de la Terre, ce qui est quand même énorme à l'échelle terrestre, mais microscopique à l'échelle de l'univers. La Terre se trouve dans un système axé autour d'une étoile, le Soleil. Le système solaire se trouve dans une galaxie, la Voie lactée, qui, selon les estimations, comprend entre 100 et 400 milliards d'étoiles. L'écart entre ces deux chiffres laisse entrevoir la part énorme d'inconnus qui attend les êtres humains dans la conquête de l'univers. Ces chiffres ne concernent que notre galaxie. Or, le nombre de galaxies dans l'univers se chiffre en milliards. De nos jours, l'on entend souvent parler de voyage humain vers Mars. Pourquoi pas? Mais voyons d'abord quelques chiffres qui relativisent cet espoir. Un voyage aller-retour et un séjour sur Mars, c'est une affaire qui peut atteindre 2 ans, pour lesquels
il faudra emporter tout le nécessaire à une vie humaine. Un tel voyage représente un défi humain, technologique et financier considérable qu'il convient de situer face aux problèmes qu'il faut déjà résoudre sur Terre et qui peuvent être prioritaires. En attendant un vol humain vers Mars, voici un bel exploit récent, celui du premier vol de l'hélicoptère Ingenuity sur Mars. Il s'est élevé à 3 mètres et resté en suspension pendant 30 secondes. C'est un premier pas vers des hélicoptères plus gros qui pourraient cartographier plus finement le sol martien. Un des éléments essentiels de la conquête spatiale, peut-être même le plus important, c'est la fusée. Les conditions pour pouvoir tourner autour de la Terre sont draconiennes, et encore plus pour échapper à l'attraction terrestre. Pour illustrer ces lanceurs, j'ai choisi Ariane et les navettes spatiales. Ariane est une fusée européenne gérée par l'Agence spatiale européenne et Arianespace. Quant à la navette, c'est une réalisation américaine, mais aussi avec une tentative soviétique. Le lanceur Ariane est en partie issu des réussites françaises sur la fusée Diamant. Pour réaliser ce nouveau lanceur, il a été fait appel à d'autres pays européens, ce qui a permis de créer une Europe de l'espace. Ariane peut placer 2 satellites en orbite et plus particulièrement en orbite géostationnaire. Placer un satellite en orbite géostationnaire est une opération complexe qui se déroule en plusieurs étapes. Le satellite est d'abord lancé autour de la Terre, figure 1, puis est placé sur une orbite elliptique, dite orbite de transfert, figure 2, pour être progressivement circularisé lors de la mise à feu du satellite quand il passe à son apogée, c'est la figure 3. L'orbite géostationnaire est une orbite très recherchée, car un tel satellite reste constamment au-dessus du même point de la Terre. Il est donc très précieux, par exemple, pour les satellites de télécommunication, car cette orbite permet un pointage fixe des antennes de réception. Ariane 1 est à la base d'une famille de lanceurs constamment améliorés et de plus en plus puissants par l'adjonction de propulseurs latéraux pour aboutir à Ariane 5 qui est d'une nouvelle conception. Les dates indiquées sont celles du premier lancement. À noter qu'Ariane 3 a été lancé avant Ariane 2. Voici 2 photographies des premiers tirs d'Ariane 3 et d'Ariane 4 à partir de la base de Kourou en Guyane française. Ici, la photographie du premier tir d'Ariane 5, le lanceur le plus puissant de la famille Ariane, auquel devrait succéder en 2022 un nouveau modèle, Ariane 6, aux capacités plus importantes. La photographie de droite représente les maquettes d'Ariane 1 et d'Ariane 5 exposées devant le musée de l'air et de l'espace du Bourget. Et l'on se rend bien compte de la différence de taille des 2 lanceurs. À tous de DDO, attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, top.
Allumage EAP, décollage. Tous les paramètres bord sont normaux. La trajectoire est nominale. Ça y est, Ariane 5 s'est envolée, elle s'est bien envolée, elle a dépassé la couche de nuages et 1300 tonnes de poussée propulsent notre lanceur qui a déjà dépassé Mach 1 car le lanceur dépasse la vitesse du son en 40 secondes seulement. Et oui, ça va très très vite. En 1 minute, Ariane 5 dépasse déjà les 12 km d'altitude. En 2 minutes, on est à plus de 50 km et en 3 minutes, on aura atteint les 100 km. Alors 100 km, c'est la limite symbolique de l'atmosphère puisqu'au-delà, on considère que c'est le vide spatial qui commence. Cette poussée fulgurante que l'on voit avec cette traînée de poudre, eh bien c'est les EAP, les étages à poudre, qui en assurent pour 90% la puissance de ce lanceur. Ces étages à poudre sont réalisés en Guyane française dans les usines de Régulus et de repropulsion. Oui, et ces EAP mesurent 31 mètres de haut. Ils consomment, tenez-vous bien Pierre, 2 tonnes de poudre par seconde, c'est-à-dire qu'en 2 minutes environ, on a consommé les 240 tonnes de poudre qui étaient embarquées. Alors à ce moment, il faudra bien sûr s'en séparer. Ah oui, ce sont des chiffres impressionnants et on arrive à suivre, hein, c'est un vol de jour, ça c'est formidable. On arrive à suivre notre lanceur assez longtemps avec les caméras de notre réalisateur et les équipes de Guyane Première. Là vraiment, c'est très très belles images. On ne sait pas combien de temps on va pouvoir la suivre encore, mais enfin en tout cas, ça continue. Tant mieux. Bientôt, la poudre des EAP, le propergol solide, va être épuisée. Le lanceur va se délester de la masse à vide de ces deux boosters, 36 tonnes chacun, et on va peut-être pouvoir suivre cela à l'écran sur un bleu alors magnifique, un bleu azur. Hein, là. Un bleu azur où on espère effectivement voir cette séparation des EAP. Alors vous savez Pierre que pour éviter que les EAP viennent buter contre l'étage principal, on a 8 fusées d'éloignement qui permettent d'éloigner les boosters du corps central. Et bien voilà, je crois que c'est fait puisqu'on voit les 3 points dans le ciel. Donc au milieu, c'est Ariane 5 qui continue et de chaque côté, eh bien, ce sont les 2 boosters qui retombent avec encore un petit peu de combustion résiduelle. Hein, ils sont encore allumés, mais on s'en est séparés comme on le voit sur ces images de caméra embarquées. Le lanceur faisait 773 kilos, et bien maintenant on a perdu 600 kilos. Il n'en fait plus que 173. Non, j'ai dit des kilos, ce sont des tonnes. Ce sont des tonnes, effectivement. Le lanceur est un peu plus lourd. Donc la prochaine étape maintenant, ça va être le largage de la coiffe. Effectivement, en début de vol, cette coiffe protégeait les satellites de la pollution, des vibrations acoustiques et de l'échauffement dû à l'atmosphère. Mais au-delà de 100 km, on vous l'a dit, plus de frottement, on est quasiment dans le vide, plus de risque pour nos satellites. On va pouvoir se débarrasser de la coiffe qui, en principe, doit être larguée vers 107 km d'altitude. Voilà, on va peut-être même, avec un peu de chance, l'apercevoir sur cette belle image. Donc la coiffe, elle va se séparer en 2 sous l'action d'un cordeau pyrotechnique et les 2 demi-coiffes vont retomber dans le vide. Alors comme elles sont très légères, on le voit là sur l'image de la caméra embarquée, elles battent un peu comme des ailes et c'est ce qu'on appelle chez nous la respiration de la coiffe. On vient de perdre, Pierre, 2,4 tonnes. Afin d'économiser sur le prix d'un lancement de satellite et pouvoir rejoindre une station spatiale autour de la Terre, les Américains ont conçu un véhicule spatial habité, récupérable, la navette, qui effectue son premier vol en 1981, il y a 40 ans de cela. La navette est transportée de l'usine qui la fabrique, en Californie, au Centre spatial Kennedy, en Floride, sur un Boeing 747 spécialement aménagé. Sur cette photographie, l'on aperçoit bien la soute de la navette, ici placée en orbite autour de la Terre. Liftoff, the final liftoff of Atlantis. On the shoulders of the space shuttle, America will continue the dream. Roger roll, Atlantis. Houston now controlling the flight of Atlantis. The space shuttle spreads its wings one final time for the start of a sentimental journey into history.
24 seconds into the flight, roll program complete. Atlantis now heads down, wings level on the proper alignment for its 8.5 minute ride. La navette spatiale devait réduire le coût de lancement grâce à sa récupération. En fait, cet ambitieux programme s'est avéré très complexe et très coûteux. Après chaque vol, la navette devait être remise en état, ce qui a entraîné une longue immobilisation. Finalement, le coût de lancement s'est avéré supérieur à celui d'un lanceur classique. Les navettes se sont avérées dangereuses. 2 d'entre elles ont été détruites, entraînant la mort de leur équipage. Challenger lors du décollage et Columbia en rentrant dans l'atmosphère. Les Américains ayant fabriqué une navette spatiale, l'URSS n'a pas voulu être en reste et a construit la navette Buran, qui reprend les mêmes principes que la navette américaine. Comme la navette américaine, la navette soviétique était transportée sur un avion de l'usine au site de lancement. L'avion est un Antonov 225 qui est le plus gros avion de transport au monde. Il est équipé de 6 réacteurs. La navette Buran n'a effectué qu'un seul vol, sans équipage, un vol entièrement automatique. Devant la crise économique qui frappait l'URSS alors en pleine décomposition, le coûteux programme Buran a été arrêté. Faisons maintenant un bond dans le temps pour parler d'une nation qui s'investit beaucoup dans l'espace, la Chine, qui, avec ses propres lanceurs et ses propres satellites, a réalisé les mêmes exploits que les Soviétiques et les Américains, avec maintenant une grande ambition, aller sur la Lune. À partir de l'espace, il est commode d'observer la Terre ou d'autres planètes ou des étoiles, d'observer, de communiquer, de localiser. Voici un exemple de satellite français d'observation de la Terre, Spot 5, en cours de préparation à Toulouse. La présence de personnel à côté du satellite vous permet d'avoir une idée de sa taille. Autre point d'expérimentation, d'observation, la Station spatiale internationale. Ses occupants, des cosmonautes pour les Russes, des astronautes pour les Américains, des spationautes pour les Français, ont été transportés par la navette américaine ou par des fusées russes. Le coût élevé d'une telle station n'a pas permis de préparer un modèle qui pourrait lui succéder au-delà de 2028. À partir de l'espace, il est pratique d'observer l'univers, car il n'y a pas les perturbations créées par l'atmosphère terrestre. Le satellite d'observation solaire SOHO en est un exemple, avec ici une impressionnante photographie du Soleil. Autre vue spectaculaire, la Terre, photographiée par le satellite Lunar Reconnaissance Orbiter en orbite autour de la Lune. Les photographies prises à partir de l'espace sont de plus en plus précises. Ici, un exemple avec le célèbre viaduc de Millau qui permet à l'autoroute A75 de relier Clermont-Ferrand à Béziers sans passer par Millau. Voici une autre photographie spectaculaire prise à 550 km d'altitude, celle du porte-conteneur Ever Given qui bloquait le canal de Suez. La définition est telle que l'on peut lire le nom de la compagnie propriétaire du navire, Evergreen.
Cette photographie, prise à 400 km d'altitude par le spationaute français Thomas Pesquet, montre bien la piste principale de l'aéroport, d'une longueur de 2600 mètres, avec à sa droite la piste secondaire d'une longueur de 1100 mètres, où volent les avions des aéroclubs, ainsi que ceux des écoles ENAC et ESMA. On aperçoit l'autoroute en bas de l'écran et les villes qui entourent l'aéroport. La précision des satellites d'observation est de plus en plus importante. Ici, 50 cm pour le satellite GeoEye-1. Cette photographie montre la base aérienne de Davis Mountain, aux États-Unis, dans l'Arizona, où sont conservés dans le désert des milliers d'avions de l'armée de l'air des États-Unis. Observez maintenant le cadre noir en bas à gauche. Voici l'image agrandie. On peut voir tout à fait à gauche des bombardiers B-1, légèrement sur la droite des bombardiers B-52, au milieu des appareils F-111, des Hercules, et à droite des gros avions de transport, certainement des C-141 et des Galaxy. Ce type d'image vous est bien connu. C'est une de celles que l'on peut voir à la télévision avant les journaux télévisés. Les satellites météo jouent un rôle important dans la navigation aérienne, dans la navigation maritime, dans l'agriculture. Les satellites météo ont considérablement amélioré les prévisions météorologiques. Par exemple, en suivant de près la propagation des ouragans, ce qui permet de prévenir les populations. En 2017, l'Agence spatiale européenne a réalisé cette vue de l'espace obtenue par l'assemblage de photographies prises au printemps et l'été 2017 par le satellite Sentinel-3. On aperçoit nettement la neige dans le nord de l'Europe, la végétation verte, ainsi qu'un début d'aridité en Espagne. Aridité très accentuée dans les pays du sud de la Méditerranée. Nouvelle photographie de l'Europe, sans nuages, mais cette fois-ci la nuit, où l'on devine les zones très peuplées à la seule puissance de leur éclairage. Les satellites de télécommunication sont d'un usage devenu tellement normal que l'on n'y fait presque plus attention. C'est pourtant grâce à eux que l'on reçoit les multiples chaînes de télévision, de radio et qui permettent la transmission de données. Placés en orbite géostationnaire, ils permettent une couverture exceptionnelle de la Terre. Autre catégorie de satellites devenus indispensables, les satellites GPS. Placés sur des orbites différentes autour de la Terre, ils permettent une couverture totale de notre planète avec une précision de quelques dizaines de centimètres pour des usages professionnels, militaires ou civils, et d'une dizaine de mètres pour les usages particuliers tels que nous pouvons les avoir sous nos téléphones ou dans les voitures. L'espace, c'est l'avenir. Mais quelles en sont les perspectives? Il faudra réduire fortement les coûts de lancement avec des véhicules récupérables. L'on ne peut éternellement consommer 90% d'une fusée pour lancer un véhicule spatial. L'essor du secteur privé dans l'espace, à l'exemple de SpaceX, du milliardaire américain Elon Musk,
a permis le retour des États-Unis dans l'espace habité avec un lanceur national 17 ans après la destruction de la navette spatiale Columbia en 2003. Il faudra également développer des technologies spatiales qui permettront de rendre plus aisée la vie sur la Terre. Le retour sur la Lune est envisagé par les Américains, mais également par la Chine, qui a l'intention d'envoyer un taïkonaute sur le satellite de la Terre. La Lune pourrait également servir de base permanente, sorte de tremplin vers des destinations plus lointaines, Mars par exemple. La recherche de la vie sur d'autres planètes et la connaissance de l'espace lointain font partie des ambitions humaines. Les équipements spatiaux sont devenus incontournables dans les forces armées. Le changement d'appellation de l'armée de l'air française en une armée de l'air et de l'espace en est une des illustrations. L'espace est une source d'inspiration et de rêve. Les années à venir ne manqueront pas de nous surprendre et de nous passionner. Il faudra cependant rester lucide. La tête dans les étoiles, c'est bien, mais à condition de ne pas oublier de garder de temps en temps les pieds sur terre, afin d'éviter de se lancer dans des réalisations démesurées, coûteuses, dangereuses et parfois même inutiles. Au début du XXIe siècle, Clément Ader, grand pionnier de l'aviation, écrivait « Sera maître du monde qui sera maître de l'air ». En ce XXIe siècle, on peut imaginer que sera maître de l'univers qui sera maître de l'espace. Espérons que les êtres humains se contentent d'aller pacifiquement vers les étoiles et non violemment vers la guerre des étoiles, afin de permettre un développement harmonieux de ce qui est peut-être la plus grande aventure humaine, la conquête de l'espace, où tout, ou presque, est à découvrir.